Chahut média. Madame X, employée du Chabad, sortait de son parking lorsqu'un individu qui passait à côté lui a dit « saloperie de juif » et « race de merde ». À Neuchâtel, une femme juive a reçu un message sur Instagram de la part d'un ancien collègue. « Retourne en Israël avec tes juifs de merde ». Sur son lieu de travail à Genève, M. X s'est vu adresser de la manière suivante par l'un de ses collègues « Ça va le Yupin ?» Un extrait du rapport 2022 sur l'antisémitisme, publié par la CICAD, Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, Genève. Dès qu'on a lancé le projet de cette série entre la France et la Suisse, on a entendu le même déni, ou cette façon de minimiser l'antisémitisme. En Suisse, ce n'est pas si grave. Je veux dire, comparé à la France par exemple. En Suisse, on n'a pas de juifs, ou à peine. Avec 0,2% de la population de la Confédération, comment veux-tu qu'il y ait une haine anti-juive ? Et pourtant en Suisse, comme partout ailleurs, l'antisémitisme existe. Quel rapport la Suisse entretient-elle avec sa communauté juive ? Quelle a été l'attitude du pays vis-à-vis des Juifs y cherchant refuge pendant la Seconde Guerre mondiale ? Enfin, quel travail de mémoire la Suisse a-t-elle déjà engagé et pour quels résultats ? Je m'appelle Carole Harari. Vous écoutez « Qui a peur des Juifs ? Antisémitisme, la tentation perpétuelle ». Une série documentaire podcast d'Ilana Weizmann, réalisée et produite par Chahut Média. 5e et dernier épisode, antisémitisme, le déni suisse. La vie juive en Suisse, elle se déroule bien. D'abord, elle se déroule différemment selon les cantons. Disons que la relation avec les autorités est différente selon les cantons. François Garaï, rabbin de la communauté juive libérale de Genève. Mais nous avons toute latitude pour être juifs comme nous désirons l'être. Si vous regardez ce qui se passe même à Genève, il y a, pour ainsi dire, toutes les tendances du peuple juif s'y retrouvent. Du plus rigoureux jusqu'au libéral. Du plus religieux jusqu'au plus laïque. Et pour vivre dans ce canton depuis maintenant quelques décennies, je veux dire que je me sens à l'aise en tant que juif. Et le fait que nous vivions dans un pays qui a différents cantons, et que dans ces différents cantons, il y a différentes religions représentées, fait que les choses ne sont pas trop difficiles. Les juifs en Suisse, c'est combien de personnes ? 18 000 environ. 18 000. Très peu. On n'est pas dans une société aussi polarisée que la France, ni en Allemagne d'ailleurs, qui a toute l'histoire qui pèse. Monique Ekman, sociologue, professeure honoraire, Haute École de Travail Social, HESSO, Genève. C'est un antisémitisme un peu soft, un peu d'insinuation, un peu verbal, mais assez ancré quand même. Et puis un des collègues qui dit, c'est Eric Petri, qu'il y a un fantasme de faire disparaître les Juifs, en Suisse aussi, de les faire partir. Alors je ne dis pas que c'est toute la société, il y a aussi toute une tradition de cohabitation, de bonne mémoire, de petites villes comme la Chaux-de-Fonds par exemple, où il y avait une grande communauté juive qui n'est plus très grande, mais qui existe quand même encore. Mais c'est un trait quand même assez profond, mais c'est difficile à caractériser parce que c'est pas très saillant. Mais après, il y a peut-être une certaine stratégie typiquement suisse de traiter l'antisémitisme. On pense toujours que c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur, dans des autres pays. Christina Spetti,
historienne, professeure ordinaire à l'université de Fribourg. Déjà au 19e siècle, on trouve dans des journaux des propos antisémites, mais en disant toujours que c'est un problème qui se pose en Allemagne ou en Autriche. En Suisse, on n'a pas l'antisémitisme, on a pensé. On a vu ça aussi après dans la politique contre les réfugiés, Deuxième Guerre mondiale. Là, on a toujours eu cette argumentation comme quoi il ne faut pas admettre les Juifs, parce que s'il y aura plus de Juifs en Suisse, il y aura aussi un problème antisémite. Donc, on a toujours pensé que l'antisémitisme n'existe pas trop en Suisse parce qu'il n'y a pas tellement de Juifs. Après un salut mélancolique au concierge, Saltiel se trouvait dans la rue où des mouettes, à l'œil antisémite, volaient en rond et criaient sottement, furieuses de faim. Il s'arrêta devant le lac. Quelle belle eau, si propre, on paierait pour en boire. Ils en avaient de la chance, ces Suisses. Albert Cohen, Belle du Seigneur. Ici, déconstruisons. Oui, l'antisémitisme existe bel et bien en Suisse. Selon la CICAD, la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, l'augmentation des actes à l'encontre de la population juive en Suisse en 2022 connaît même une augmentation considérable, plus 70%. Oui, au cours des années 1930 et durant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a participé, volontairement ou non, aux entreprises de l'Allemagne nazie. Une participation qui s'est notamment traduite par un refoulement de la plupart des Juifs du Reich aux frontières suisses. Enfin, oui, la Suisse a connu des lieux de résidence obligatoires pour les Juifs. Le premier d'entre eux était un quartier juif clos, le Cancel. Eh bien, il y a eu au XVe siècle à Genève quelque chose qu'on appelait le Cancel, et pour que tout le monde nous comprenne bien, c'était un ghetto en quelque sorte, sauf qu'on n'utilise pas ce terme pour l'époque du Moyen-Âge. Alfonso Gomez, conseiller administratif en ville de Genève, maire de Genève. À savoir qu'une communauté qui vivait dans notre ville était en quelque sorte enfermés et n'avaient pas le droit de sortir de certaines limites de la ville. Et c'est un pan de notre histoire que nous devons aujourd'hui, évidemment, nous remémorer pour que des choses comme ça, d'une manière ou d'une autre, bien entendu, ne se reproduisent pas. Cancel, c'est une traduction d'un mot latin signifiant barrage, grillage, fermeture. Sylvain Thévaux, travailleur social, élu au Conseil du Parlement du canton de Genève. Et là, on parle d'un lieu où les Juifs, à l'époque, on parle de 1428, étaient placés et devaient la nuit y résider. Selon l'historien Jean Plançon, le ghetto est constitué à Genève, à Venise, en 1515, et ce mot ghetto vient d'un quartier de Venise, ghetto. Donc, si on dit c'est le plus vieux ghetto du monde, certains diront c'est un anachronisme, vu qu'en 1428, ghetto n'existait pas. Mais dans l'idée, si on comprend ghetto comme un lieu fermé, où on assigne à résidence des Juifs, et la journée même, il y avait un signe distinctif, on peut dire, dans son acceptation large, c'est un ghetto dans le sens d'un lieu fermé où des gens sont assignés à résidence avec un signe distinctif. Moi, ça ne me choque pas qu'on dise c'est le plus vieux ghetto, du coup, du monde, comme dit Jean Plançon, parce que ces critères-là, selon lui et d'autres historiens, ne se retrouvent que là. Ici, nous sommes, donc on est en pleine vieille ville. Oui, on est place du Grand Mézel, donc à l'entrée de ce qui était auparavant le Cancel. Donc il faut imaginer un espace particulièrement étendu ou au contraire très ramassé? Non, très ramassé, qui va jusqu'à l'église Saint-Germain et puis qui est l'actuelle rue des Granges. Après, la topographie a changé, mais cette place du Grand Mézel, c'est apparemment une des traces la plus marquante, qui est apparemment restée dans sa situation d'époque. Et puis il y a une porte qui est conservée au musée Zuboff, un peu plus haut. Il y a un petit panneau qui indique Sentier culturel de la vieille ville. Ouais. Et on rappelle la maison de Jean-Jacques Rousseau. Il y a la MRL un tout petit peu plus haut, la place du Bourg-de-Four, où il fait bon flâner aujourd'hui. On rappelle les allobroges, l'époque romaine, la Réforme.
ce qu'on connaît, ce qu'on met souvent en avant à Genève, mais justement pas d'histoire de ce cancel et de la trace de la communauté hébraïque ici même au 15e. Mais on voit que c'est une histoire occultée, qu'il y a une histoire qui n'est pas encore suffisamment connue pour qu'elle soit canonisée. Ville de Genève, Conseil municipal, 23 juillet 2018, rappel de la motion M1250A, Considérant l'importance du travail de mémoire et la nécessité de connaître pour les nouvelles générations l'histoire de la ville de Genève, le Conseil municipal demande au Conseil administratif de signifier au public, par le moyen d'une plaque ou de tout autre moyen explicite, l'histoire du Cancel de Genève, l'un des plus vieux ghettos d'Europe, afin de faire œuvre de mémoire et de pédagogie. Et évidemment, nous nous sommes empressés de prendre cette motion. Alfonso Gomez. Puisque nous estimions que c'était quelque chose sur laquelle nous pouvions aussi rebondir de cette histoire pour dire ô combien c'est important à un moment donné qu'un certain nombre de droits eh bien d'abord ne sont pas immuables, ils ne sont pas là depuis toujours et qui sont aussi parfois fragiles. Et que nous devons nous remémorer qu'à n'importe quel moment, des situations, alors évidemment pas aussi dramatiques je l'espère, mais de rejet peuvent se manifester. On est toujours effectivement dans ce devoir de mémoire, qui pour moi est quelque chose de fondamental. Nous sommes une communauté qui n'est pas créée ex nihilo, qui est souvent le fruit d'apports divers, variés, qui se sont parfois bien ou beaucoup moins bien passés. Et donc, quand cela s'est passé moins bien, ce devoir de mémoire est indispensable pour que chacun et chacune nous nous sentions bien et nous prenions en fait le présent comme notre présent. C'est évident que si à un moment donné nous rejetons une partie du passé, comment pouvons-nous aujourd'hui prendre à plein le corps le présent ? En Suisse, la culture de la mémoire a longtemps buté sur des divisions politiques. Pensez, cela fait plus de 25 ans que l'idée d'ériger un mémorial en souvenir de la Shoah a été émise. Une idée qui, lentement, a progressé et qui devrait enfin se concrétiser à l'automne 2023 à Genève. Les tergiversations de la Suisse dans sa culture du souvenir, le nécessaire devoir de mémoire et pour les victimes et pour nous-mêmes, c'est le sujet qui nous occupe dans la dernière partie de cet épisode. Je dirais, sans vouloir globaliser, mais que la Suisse a un gros problème avec cette question de fond qui est de faire le deuil de son histoire. Et comment on fait le deuil de son histoire ? D'abord, on se la réapproprie, on l'analyse, on la décortique, et puis on l'assume. Johan Gurfinkiel, secrétaire général de la CICAD, Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, Genève. Ce qui n'est pas grave. Ça fait partie, effectivement, des pans de l'histoire dans lesquels il n'y a pas une responsabilité qui devrait entraîner des dédommagements, mais simplement de regarder son histoire en face. Et la Suisse, avec un certain nombre de sujets, n'est pas capable de le faire. Et sur notamment la période de la Seconde Guerre mondiale, c'est un sujet brûlant. Ça paraît complètement dingue, hein. En pointant du doigt d'ailleurs les voisins pour dire « Ah, les Français, Berck, oh là, ils ont été très vilains méchants. Eux, ils ont déporté 80 000 Juifs. Et qu'est-ce qu'on peut dire des Allemands, des Anglais, etc. Nous, on n'a déporté personne. Nous, on n'a pas d'histoire liée à cette période. On a pris le territoire, on l'a envoyé sur Neptune, et puis on est revenu après la guerre. Donc, on a juste découvert l'histoire lorsqu'on était de retour. Mais on est resté neutre. Ah non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et d'ailleurs, alors, un des éléments les plus intéressants, c'est lorsqu'on dit aux gens qu'il y a eu des camps d'internement juifs pendant la guerre. À Genève aussi. Et les gens sont hallucinés. Disent, n'importe quoi. Bah, cette réalité-là, elle existe. Elle fait partie aussi du patrimoine historique. Ces réalités historiques, c'est quoi ? C'est le tampon J sur les passeports de juifs. Enfin, personne ne l'a imposé. On dit souvent, oui, mais c'est les Allemands. Non, c'est pas les Allemands. C'est les Suisses qui ont imposé un tampon J sur les passeports de juifs pour pouvoir les identifier. C'est pas de la neutralité quand on participe avec autant d'enthousiasme. La barque est pleine. C'est pas de la neutralité non plus de dire la barque est pleine de quoi ? Enfin.
Le 30 août 1942, le ministre de la Justice suisse, Eduard von Steiger, compare dans un discours le pays à une petite barque de sauvetage très pleine et dont la contenance est limitée. Une métaphore qui deviendra célèbre sous sa forme simplifiée, la barque est pleine. Alors la barque est pleine, ça a été thématisé notamment par les autorités politiques de l'époque pour dire on ne peut pas, comme tout le monde d'ailleurs, c'est pas que la Suisse, mais comme tout le monde, on ne peut pas accueillir de réfugiés juifs en dépit du fait qu'on savait que c'était les mener, les amener à une mort certaine. Johan Korfinkiel. Donc, les frontières sont fermées quasiment totalement, parce qu'il y avait quand même des particularités ou particularismes pour lesquels certaines personnes pouvaient encore entrer, mais la politique générale était de dire il n'y a pas de place pour ces réfugiés juifs, la barque est pleine. Alors ils vont où ? Ils vont où ils veulent. Ils vont crever. Oui, désolé, ils vont crever. Je trouve que là-dessus, nous avons encore un long chemin à faire. De bien identifier qu'à un moment, ça a été quand même une politique institutionnelle de ne pas vouloir ouvrir les frontières. On peut évidemment expliquer les circonstances, la pression des gouvernements nazis et fascistes qui nous entouraient, bien entendu. Alfonso Gomez. On peut encore expliquer par quand même un antisémitisme latent qui était très présent dans certaines couches de la société suisse, mais il n'empêche que nous avons ouvert les portes à certaines personnes, mais que nous en avons aussi fermé beaucoup et que cela a fini tragiquement. Et ça, il faut le reconnaître. Bon, qu'aurions-nous fait en 39-45 ? Ce n'est pas la question. La question est de savoir est-ce que aujourd'hui, à ce que nous savons aujourd'hui, est-ce que ces choses se sont passées ? Oui, se sont passées. Oui, à un moment donné, il y a eu des décisions politiques au plus haut sommet de l'État qui ont amené ce genre de tragédie. Et même plus, il nous a fallu beaucoup de temps pour reconnaître que même certains de nos compatriotes qui étaient des justes parmi les justes ont été condamnés, ont été mis au banc de la société, parfois emprisonnés. En tout cas, ils ont perdu leur emploi souvent à cause de mesures de protection et d'entraide qu'aujourd'hui, nous mettons en exergue. Ici comme ailleurs, il n'est pas souhaitable que la population juive dépasse une certaine proportion. La Suisse n'a pas l'intention de se laisser diriger par le juif, pas plus qu'elle n'aimerait être dirigée par n'importe quel étranger. Le juif est difficilement assimilable. Il ne faut pas oublier non plus que beaucoup d'entre eux sont un danger pour nos institutions, car ils sont habitués à des conditions dans lesquelles l'instinct juif pour les affaires a tendance à s'exprimer librement. Ainsi parle à Montreux Heinrich Rothmund, chef de la police fédérale de 1919 à 1955, en précisant bien que l'antisémitisme est contraire aux valeurs de notre pays. Je pense qu'un bout du chemin a été fait, mais clairement pas l'entier. Sylvain Thévaux. On est resté encore, je trouve, globalement dans le mythe d'une Suisse neutre, indépendante, se défendant, fière de son armée du général Guisan contre le terrible nazi qui était évidemment à l'extérieur. Non, peu d'examen de conscience, je trouve peu d'identification de responsabilité, peu de noms de grands politiciens de l'époque qui auraient d'une manière ou d'une autre collaboré, et sur les fonds, globalement, quelques efforts, mais beaucoup d'opacité. Donc non, je ne trouve pas que le travail de mémoire ait été fait avec une efficacité incroyable. Les examens de conscience des gouvernements sont un sujet assez compliqué parce que on ne peut pas les anthropomorphiser plus que cela. David Rodogno, professeur en histoire et politique internationale, Institut des hautes études internationales et du développement, Genève. Et ça prend énormément de temps. Et ce n'est pas une justification. Je ne veux pas justifier le fait que ça prenne très longtemps en Suisse comme ailleurs. Donc la Suisse, en ce sens, ne fait aucunement exception. Pensez à l'Italie, pensez à la France, pensez à l'Espagne ou au Portugal, ou à la Grèce, vous aurez exactement le même type de longueur ou de décision de ne pas vouloir affronter le problème et donc d'essayer de le cacher, de le mettre dans un tiroir le plus longtemps possible. Donc ça, c'est une dimension, je pense, importante. La Suisse a un passé ambigu,
par rapport à ses politiques vis-à-vis de l'Axe et des pays de l'Axe, l'Allemagne nazie en particulier, ça on le sait, et cette relation d'un tout petit pays vis-à-vis de ce géant menaçant pose problème. Donc je pense qu'il est important de ne pas vouloir juger, d'essayer de comprendre les positions politiques de ce petit pays à ce moment-là. Ceci dit, au niveau des politiques internes, les abus et les discriminations dont les juifs suisses eux-mêmes, pour ne pas parler des juifs étrangers qui se trouvent en Suisse, restent un chapitre assez sombre de l'histoire de la Suisse du XXe siècle. Ensuite, beaucoup a été fait au début des années 90, Commission Berger, etc. Et donc la Suisse se penche à cause de la pression qui vient d'en bas et du contexte international, examine tout ça, il le fait de manière précise. Le rapport Bergier, c'est le nom donné à la commission indépendante d'experts extraparlementaires suisses chargée en 1996 de faire la lumière sur les rapports entre la Suisse et le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale. Selon le rapport Bergier, il existe des preuves que des milliers de réfugiés ont été refoulés à la frontière entre janvier 1940 et mai 1945. Avant de rajouter qu'il était bien connu, au plus tard après l'été 1942, que les réfugiés refoulés seraient presque à coup sûr déportés et tués. Toutes ces commissions prendront très longtemps pour que les résultats soient publiés. Ils le sont par la suite. Les résultats sont mis à la disposition de la population, sont publics. Davide Rodogno. Et donc, on ne peut pas dire que rien a été fait. Mais au niveau des réparations, il y a un décalage entre, en italien, on dirait l'accertamento dei fatti, donc le fact-finding, et ce qui ensuite est fait pour réparer. C'est deux questions tellement complexes, et donc le décalage, là aussi, est compréhensible. Nous nous souvenons pour ne pas oublier. Et nous ne devons pas oublier. Ce souvenir nous aide à comprendre et à tirer des leçons de l'histoire. Ces mots, ce sont ceux que prononçait le président de la Confédération et chef du département fédéral des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, à l'occasion de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, le 27 janvier 2022. Ces mots, à présent, on les lui emprunte pour les mener plus loin encore. Car nous souvenir, d'accord, mais nous souvenir aussi afin de reconnaître et célébrer la présence ancienne d'une communauté dans un lieu donné et afin d'honorer ses multiples apports à l'histoire de ce territoire. Nous savons que les différentes vagues ou moments de migration dans notre ville ont constitué des richesses incroyables. Alfonso Gomez. Vous savez, moi je viens d'un pays, l'Espagne, qui a expulsé les communautés juives et les communautés arabes. Dans ma famille, par exemple, pour nous, c'est de la grande catastrophe. C'est-à-dire, c'est une partie de notre communauté qui a été rejetée, communauté importante, et que nous n'avons plus jamais retrouvée. Et encore aujourd'hui, en tout cas, pour une partie des Espagnols, cela manque quelque part. Pour preuve, les nombreux hommages. Et j'ai encore vu récemment une émission sur les Ladinos qui habitent à Istanbul, comme un moment de fierté, hein, en quelque sorte. On parle espagnol, le vieil espagnol à Istanbul. Et ça, je crois qu'il y a les deux. Il y a ce côté, effectivement, d'apport qui est important, pas seulement de la communauté juive, mais les Huguenots ou les migrants qui venaient du sud de l'Italie et de l'Espagne, bien entendu. Ces communautés, que ce soit les juifs ou d'autres, enrichissent la vie commerciale, politique, sociale, culturelle, en amenant une cuisine, de la musique, souvent une culture populaire. Le professeur en histoire et politique internationale, Davide Rodogno. Et donc, la manière dont on se souvient d'eux ou on étudie leur participation ne doit pas être que sous le prisme de la tragédie, où en anglais, on utilise aujourd'hui beaucoup le terme de victimhood.
Voilà. Et c'est vraiment faux parce qu'il y a des dimensions positives, etc., qui sont totalement oubliées et qui, en fait, font partie du récit, des expériences, de la vie de ces communautés. C'est une question très 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 intéressante, qui est la question finalement de la place comme citoyen et comme individu suisse de confession juive et sa place dans l'histoire du pays. Johann Gurfinkiel. Dans l'antisémitisme, il y a aussi la xénophobie. Et cette xénophobie, c'est de dire finalement ces gens sont venus en gros envahir notre territoire depuis quelques mois ou quelques années. Ils n'ont aucun lien, ils ne partagent pas, ils n'ont pas construit ce pays ni cette région. Ce qui est faux. Historiquement, c'est faux. Les premiers juifs sont arrivés avec les Romains, donc ça date. C'est intéressant parce que finalement, c'est totalement absent de la conscience collective. Ce travail d'histoire aussi rattaché à des minorités, elle est en tout cas pour moi fondamentale parce qu'elle dit quelque chose aussi de la construction d'un pays qui se fait au regard de ces différentes minorités qui, bout à bout, ont permis la construction d'un pays. C'est une façon aussi de lutter contre ces stéréotypes, ces préjugés. C'est comme à une époque plus récente où on a des communautés étrangères qui sont venues, qui ont été pour certaines bien ou mal accueillies, mais qui ont travaillé au travers des décennies à construire aussi cette ville, ce canton, ce pays, au fur et à mesure. Je pense aux Italiens, notamment aux Espagnols. Mais là, on n'a pas affaire à des populations qui viennent d'autres pays. Elles sont présentes dans l'espace, elles ont construit aussi ce pays, et il faut les mettre en valeur. C'est la fin de cette série. Merci de votre écoute attentive. Merci de vous être penché sur les vécus, les luttes et les résistances juives. Nous espérons en avoir embarqué un bon nombre sur le chemin de la compréhension de ce que représente l'antisémitisme. Comment il se construit, comment il s'insinue, tout le temps, partout. Nous espérons que vous serez en mesure de ne plus le laisser passer, chez les autres ou chez vous, même dans la plus petite mesure. C'est une responsabilité collective qui se joue ici. Les Juifs, comme toutes les minorités ou groupes oppressés, ne doivent plus être seuls ou mal accompagnés. Dans les prochaines semaines, cette série se poursuivra en mode hors-série, à travers la mise en ligne de grands entretiens que j'ai réalisés avec certaines des figures que nous avons rencontrées, telles que Lola Lafont ou Alice Pfeiffer. Mais à présent, l'heure est aux remerciements. Notre gratitude à toutes celles et tous ceux qui ont encouragé, accompagné ou soutenu l'élaboration de cette série documentaire podcast. Le Bureau d'intégration des étrangers, le service Agenda 21 Ville Durable, le service de lutte contre le racisme, l'Institut des hautes études internationales et du développement, le Graduate Institute à Genève, le studio All Sound à Paris. À titre personnel, nous souhaitons chaleureusement saluer Daniela Sebeldi, Johann Gurfinkiel, David Herodonio, Monique Ekman, et avec eux et elles, toutes celles et tous ceux qui ont accepté de répondre à nos questions. Qui a peur des Juifs ? Antisémitisme, la tentation perpétuelle ? Une série documentaire podcast d'Ilana Weizmann, réalisée et produite par Chaillot Média. On vous dit à très bientôt pour la diffusion de nos épisodes hors série.